Nous sommes maintenant sous les remparts de Théodose, le véritable créateur de l'Empire byzantin. C'est au 5e siècle après Jésus-Christ, avec Ahmet İncel, qui est universitaire, éditeur, éditorialiste extrêmement réputé, qui a fait ses études notamment à Galatasaray, ce qui explique sa parfaite maîtrise du français. Et c'est avec lui que nous allons maintenant nous interroger sur la politique turque d'aujourd'hui. Alors d'abord, les remparts de Théodose, est-ce qu'il reste quelque chose de byzantin dans la politique turque aujourd'hui? Évidemment, l'intrigue. Le goût de l'intrigue. Le oui. goût de l'intrigue, c'est peut-être l'Orient en même temps. Le goût de l'intrigue, le goût de retournement très brutal des situations, et des trahisons et parfois des grandes fidélités, mais peut-être la trahison qui domine sur la fidélité. Alors, la trahison peut-être, mais il y a quand même des tendances lourdes qui manifestent des constantes importantes depuis l'établissement de la République en 1923. Effectivement, la tendance lourde, la principale tendance lourde, c'est la République. L'instauration, la consolidation d'une République créée sur 6 siècles de l'Empire. Un empire qui a évolué progressivement au 19e siècle par des réformes d'occidentalisation, de modernisation. Et je dirais la République est un peu le point d'achèvement, d'aboutissement de ce processus de transformation qui a été long. Comme ce fut sous l'Ancien Régime en France. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les historiens reconnaissent que le 19e siècle, c'est le siècle le plus long de l'Empire, de ce point de vue. Alors, à la fois une poursuite, mais en même temps, comme toute instauration de république, une véritable rupture. Rupture et réinstitutionnalisation, création. Rupture dans les institutions politiques, bien entendu. Un État beaucoup plus centralisé, un État beaucoup plus interventionniste au sens de modernisation. Une montée du nationalisme par la même occasion. Oui, parce que la République naît de la défaite aussi. La République a été créée sur la base de la dislocation de l'Empire, de la défaite et dislocation de l'Empire, et aussi d'une victoire contre les armées d'occupation. Oui, c'est ça. Alors, défaite de l'ancien système, mais érection d'un nouveau système qui est quand même triomphant. Qui est triomphant, c'est ça, qui chasse les étrangers, et donc du coup est à la fois... Enfin, les étrangers qui occupent. Qui occupent, c'était essentiellement les Grecs. Oui. Les Français et les Anglais ont quitté la Turquie avec un accord de paix. Et qui met fin à l'humiliation aussi des Qui met fin à années l'humiliation, oui. et qui permet en même temps aux jeunes républiques d'avoir une histoire propre de gloire qui ne soit pas simplement les gloires passées dans le temps Oui. de l'Empire. Rupture, une nouvelle histoire. Voilà, rupture, une nouvelle histoire sur la base d'une glorification de la lutte d'indépendance. Alors, cette République a des références. Elle a des références, notamment la République française. Laïcité, alphabet latin, etc. Le référent principal, c'est la République française, la Troisième République, je dirais, avec une volonté de l'État à changer non seulement les institutions, mais les modes de vie. Avec des réformes qui nous paraissent peut-être aujourd'hui un peu trop interventionnistes, mais pour l'époque apparaissent comme des réformes nécessaires pour consolider la rupture et la recomposition. Par exemple, l'interdiction de porter le fez, qui apparaît une petite chose. Beaucoup de symboles, oui. Beaucoup de symboles. Porter le chapeau pour un musulman, c'est le chapeau du chrétien. Et d'autre part, le changement d'alphabet, qui est un changement phénoménal. Alors, le rôle de Mustafa Kemal dans cette opération, qui est quand même une révolution aussi, c'est une révolution. Est très important. Tout à fait. Hein? Est-ce qu'il est aussi important que l'histoire officielle le dit? Oui, parce que c'est quand même... Il y a la totalité des réformes était déjà discutée, envisagée depuis l'instauration d'une constitution en 1908, c'est-à-dire depuis la réinstauration de la monarchie constitutionnelle. Mais probablement ces réformes auraient été pendant très longtemps retardées, n'auraient pas été instaurées avec autant de vigueur, et la volonté de Mustafa Kemal a été décisive. La volonté de modernisation rapide qu'il a montrée dans les années 20. Les années 20, c'était de la période 23-30 et l'année des révolutions, des réformes révolutionnaires, appelons ça, parce que le terme est peut-être plus approprié. Chose qui est très importante, c'est qu'il y a eu des militaires révolutionnaires avant lui, les fameux jeunes Turcs. Oui. Et cependant, il n'a
il n'était pas compromis avec eux, Oui. et il n'était pas compromis dans la tragédie arménienne. C'est ça. Et Mustafa Kemal n'a pas été, et quelques militaires, mais surtout lui, n'a pas été compromis dans la tragédie arménienne. Il était aux Dardanelles. Et il était donc le principal officier, il était colonel, principal officier qui organisait la résistance contre le débarquement anglais. Et Mustafa Kemal, en 1919, donc, a été un peu sélectionné, élu par ses pairs pour prendre la tête de la résistance en Anatolie. Et ils ont commencé à faire des congrès et ils ont enclenché la lutte nationale d'indépendance. Alors, M. Insel, république ne veut pas forcément dire démocratie. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, la République, au départ, n'était pas démocratique. N'était pas démocratique au sens moderne du terme. Il y avait un parlement, mais le parti unique. Il y a eu quelques tentatives de multipartisme, mais ils ont échoué. Mustafa Kemal les a arrêtés. Et jusqu'à sa mort, donc, la République était une république autoritaire où l'ombre Mustafa Kemal régentait, je dirais, sur l'ensemble de l'espace politique. Alors ça, c'est une tendance lourde qui perdure encore et dont, en quelque sorte, l'armée, qui a sauvé le pays dans les années 20, est la détentrice. L'armée est devenue la détentrice parce que ce qui est intéressant, c'est que Mustafa Kemal tenait aussi beaucoup à ce que l'armée sorte, les cadres militaires sortent du politique, parce qu'il avait vu à la fin de l'Empire, notamment avec Enver Pacha, etc., les militaires un peu aventuriers pouvaient aussi amener vers la perte. Donc, alors, du coup, il a demandé à ce que les militaires quittent la vie politique. Pour cet homme de symbole, il est très frappant de voir que ce militaire, à la fin de sa vie, était toujours en civil, voire en redingote, enfin très protocolaire. Il a instauré un protocole civil à la tête de l'armée avec redingote, frac, etc., etc. Et c'était cette volonté de casser l'image militaire qu'on pouvait coller à la République. Alors, une tendance lourde, c'est la République. C'est la République. Une autre, c'est une droite conservatrice et libérale qui accepte la République, qui se réfère au système républicain, mais qui a ses propres options. C'est ça. Là, le débat, c'est entre la République autoritaire et la République beaucoup plus, je ne dirais pas démocratique, parce qu'ils ne sont pas très démocrates non plus, la République plus populiste, disons. Populiste et commerçante. Populiste et commerçante, beaucoup plus proche des hommes du peuple. On s'arrange. Le peuple est plutôt conservateur, tient beaucoup à ce que la présence des signes de l'islam dans sa vie privée soit préservée. Et donc, la droite conservatrice a toujours essayé de caresser dans le sens de poil ce peuple et a toujours cultivé la critique de l'autoritarisme républicain. Elle a été à plusieurs reprises au pouvoir. Elle a été à plusieurs reprises au pouvoir. En 1946, quand il y a eu l'autorisation, le passage au multipartisme, ils sont présentés aux élections et en 1950, ils ont eu la majorité au Parlement. En 54, en 57, aux élections, ils ont eu la majorité et ils ont été renversés par un coup d'État militaire en 1960. Alors, est-ce qu'on peut dire que pendant toute la période de l'après-guerre, jusqu'à une période récente, les forces lourdes, c'était l'affrontement entre ces deux camps? Tout à fait. C'était vraiment les deux camps. Les deux autres camps, plutôt la gauche plus socialiste ou la droite très nationaliste, etc., ils étaient très marginalisés, étaient toujours marginalisés. Oui, il y a une extrême droite fascisante, avec des ramifications dans des sociétés secrètes qu'on retrouvera ensuite dans le terrorisme. On le retrouvera dans le terrorisme d'extrême droite. Et puis une extrême gauche, il y a eu un parti communiste quand même. Le parti communiste a été interdit en 1925 et n'a jamais été autorisé par la suite. Et donc les cadres du parti ont définitivement été installés en RDA après des années 50. Le parti communiste que vous voyez, c'est un jeune parti qui a été créé, qui s'est approprié le nom, mais n'est pas de la... Ce qui est fascinant, c'est qu'au lieu il y a la faucille et le marteau. Il y a le marteau, mais à la place de la faucille, il y a une roue de tracteur. Voilà. Un truc de moteur. C'est parce qu'en Turquie, il y a beaucoup plus de paysans que d'ouvriers. Oui, c'est ça, c'est formidable. Alors,